Le 22 février, à Paris, une manifestation interdite tourne au drame. La troupe tire sur la foule, l'émeute se répand. Le 24 février, Paris est couvert de barricades. Les insurgés envahissent le palais des Tuileries et contraignent Louis-Philippe à abdiquer et à s'enfuir. Un gouvernement provisoire est nommé, la Deuxième République est proclamée. Le suffrage universel est rétabli. La France, patrie des droits de l'homme, affiche sa solidarité avec les peuples opprimés d'Europe. Acclamés par la foule parisienne, les émigrés politiques italiens et polonais défilent. Certains rêvent d'une république universelle. Les événements survenus en France ont eu un retentissement considérable. Dès que la nouvelle de la révolution parisienne est connue, les manifestations commencent presque simultanément en Autriche, en Allemagne et en Italie. Les aspirations libérales et les revendications des nations opprimées ou divisées sont à l'origine de cette flambée de violence. À Vienne, le 13 mars, les étudiants et les libéraux descendent dans la rue et réclament des réformes. Le mouvement prend une telle ampleur qu'il provoque la chute et la fuite du tout-puissant chancelier Metternich. L'empereur lui-même doit quitter la ville. Les minorités nationales profitent du désarroi du pouvoir. La révolte éclate à Cracovie, puis à Prague, où les Tchèques réclament l'égalité avec les Allemands. Les Hongrois menés par Kossuth obtiennent leur autonomie et le transfert de leur Assemblée nationale à Pest. Le pouvoir impérial recule partout. Dans les États allemands, dès le début du mois de mars, la foule se rassemble à Berlin, Munich, Cologne et Francfort et contraint les princes régnants à accepter des réformes. Les nationalistes qui veulent l'unité de l'Allemagne obtiennent l'élection d'un parlement représentatif de l'ensemble du peuple allemand. Il se réunit pour la première fois le 18 mai à Francfort. En Italie, l'agitation latente prend une nouvelle ampleur dès que les révolutions parisiennes et viennoises sont connues. Elle s'étend rapidement à tout le pays. Les princes et le pape sont obligés d'accepter les réformes. Les revendications nationales se renforcent. Même les plus modérés comme Cavour sont convaincus. Il écrit « Une seule voie est ouverte à la nation, la guerre ». Le nord occupé par l'Autriche se soulève au cri de « Vive l'Italie libre ». Le roi de Piémont-Sardaigne, Charles Albert, prend la tête du mouvement d'unité nationale et inflige des défaites aux troupes autrichiennes. La liberté se dresse devant les souverains de l'Ancien Régime qui sont forcés d'accepter des constitutions. Le printemps des peuples a eu raison en quelques mois des régimes apparemment les plus solides. Les revendications libérales et nationales ont miné peu à peu l'équilibre instauré par le traité de Vienne en 1815. Depuis cette date, les frontières des principaux États ont peu changé. Entre l'Empire russe et l'Empire ottoman, l'Europe centrale est dominée par un État multinational, pilier de l'absolutisme européen, l'Empire autrichien. Son unité vient de la toute-puissance de la dynastie des Habsbourg. La police et la censure étouffent toute vie politique. Beaucoup de paysans vivent encore sous un régime féodal. Les frontières ne tiennent aucun compte des différentes nationalités et celles-ci revendiquent de plus en plus leur autonomie. À l'intérieur de l'Empire, on trouve des Allemands, des Hongrois, des Polonais et des Tchèques. Au sud, des Slaves, des Roumains et des Italiens. L'Italie est morcelée. L'Autriche occupe le nord et exerce son influence sur plusieurs États. Les mouvements nationalistes revendiquent l'unité du pays. L'Allemagne est partagée en 38 États regroupés dans la Confédération germanique
à laquelle appartiennent aussi les pays allemands de l'Empire d'Autriche. L'État le plus important est la Prusse. Les nationalistes souhaitent l'unité du peuple allemand, une unité fondée sur la langue, l'histoire et la culture. En quelques mois, l'équilibre de l'Europe semble compromis, mais les gouvernements se ressaisissent, le reflux commence.